Salut les passionnés de moto. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où même les plus grands noms de l'industrie se sont complètement plantés. Non, je ne parle pas juste de modèles qui n'ont pas trouvé leur public, mais de véritables catastrophes industrielles, de décisions qui nous font nous demander ce qui a bien pu leur passer par la tête. Des designs improbables, des positionnements tarifaires hallucinants, des choix techniques douteux. Vous allez voir, même les meilleurs peuvent commettre des erreurs monumentales. Alors, attachez bien vos casques, on part pour un tour des plus gros ratés de l'histoire de la moto. Commençons notre voyage chez BMW. Oui, BMW, le géant bavarois réputé pour sa rigueur et son ingénierie. On continue avec un autre mastodonte, Honda, le premier constructeur mondial, connu pour sa fiabilité légendaire. Pourtant, eux aussi ont eu leur moment de folie. Souvenez-vous de la CX-500 Turbo. Au début des années 80, la mode était au turbo. Honda, ne voulant pas être en reste, a décidé de greffer un turbocompresseur sur sa brave CX-500, un bicylindre en V plutôt tranquille. Le problème, c'est que la technologie du turbo de l'époque était brutale. Sous les 4000 tours minute, il ne se passait rien. Et puis d'un coup, la puissance arrivait violemment, transformant ce gentil custom en une machine difficile à maîtriser, surtout en virage. L'électronique n'était pas encore assez avancée pour gérer cette déferlante de couple. En plus de ce comportement on-off dangereux, la moto était complexe, lourde et chère. Elle a rapidement été éclipsée par des machines à moteur atmosphérique plus grosses, plus simples et plus performantes, comme la CBX 1000. La CX Turbo reste une curiosité technique, mais aussi un avertissement sur le danger de suivre une mode sans maîtriser la technologie. Et si on parlait de Ducati, la marque de Bologne, synonyme de passion, de design et de performance. Mais même les Italiens peuvent avoir des coups de crayon malheureux. Prenez la Ducati 999, elle avait la tâche impossible de succéder à la légendaire 916, considérée par beaucoup comme l'une des plus belles motos jamais dessinées. Le designer, Pierre Terblanche, a choisi de rompre totalement avec les lignes fluides de son aîné. Il a opté pour un design très anguleux, avec des phares superposés et un arrière massif. Techniquement, la 999 était une excellente moto, bien plus performante et facile à piloter que la 916. Mais les ducatistes, les fans purs et durs de la marque, ont crié au sacrilège. Ils n'ont jamais pardonné cet abandon des courbes sensuelles qui faisaient l'identité de Ducati. Les ventes n'ont jamais décollé, et Ducati a dû faire marche arrière en revenant à un design plus conventionnel avec la 1098. La 999 est la preuve que dans le monde de la moto, le cœur a parfois ses raisons que la raison et la performance ignorent. Maintenant, direction le Japon, à nouveau, chez Yamaha. Une marque qui a toujours su innover et prendre des risques. Parfois ça paie, comme avec la R1, et parfois ça donne la GTS 1000. Au début des années 90, Yamaha a voulu révolutionner la partie cycle avec un système de suspension avant monobras, inspiré du concept de l'ingénieur James Parker. Adieu la fourche télescopique traditionnelle. Cette technologie, baptisée Omega, était censée améliorer la stabilité au freinage et la précision de la direction. Malheureusement, elle était aussi incroyablement lourde et complexe. La GTS 1000 pesait un âne mort, ce qui nuisait à son agilité. De plus, le ressenti de la direction était jugé étrange et déconnecté par la plupart des motards, habitués à la fourche classique depuis des décennies. Son moteur, emprunté à la sportive FZR 1000, avait été dégonflé pour plus de couple, la positionnant comme une routière sportive. Mais son poids et son prix stratosphérique l'ont condamné. Les motards n'étaient tout simplement pas prêts pour une telle révolution technique, surtout si elle n'apportait pas un avantage évident en termes de plaisir de conduite. La GTS 1000 est devenue un objet de collection, mais à l'époque, c'était un échec cuisant pour Yamaha. Retournons chez les Américains. On pourrait parler de Harley-Davidson et de ses tentatives de diversification, mais parlons d'un cas encore plus emblématique, Buell. Fondée par Eric Buell, un ancien ingénieur de Harley, la marque se voulait le versant sportif et innovant du géant de Milwaukee. Les Buell étaient en tunique. Cadre contenant le carburant, frein avant périmétrique, empattement ultra court, des machines pleines de caractère.
Mais en 2008, en pleine crise financière, Harley-Davidson, qui était propriétaire de la marque, a pris une décision brutale et a tout simplement fermé Boel du jour au lendemain. Pourquoi est-ce une erreur ? Parce qu'ils ont détruit une marque qui avait une communauté de fans incroyablement loyale et qui commençait enfin à produire des motos plus abouties, comme la Hill 125R avec son moteur Rotax. Harley a préféré se recentrer sur son cœur de métier, les gros customs, coupant net l'herbe sous le pied de sa propre branche innovante. C'était une décision financièrement compréhensible à court terme, mais une énorme perte en termes d'image et de potentiel de développement. Une erreur stratégique qui a laissé des milliers de fans orphelins. Et que dire de la tentative de Suzuki dans le monde du Wankel ? Oui, le moteur rotatif. Dans les années 70, Suzuki a lancé la RE5, une moto magnifique avec un design signé Giorgetto Giugiaro, le célèbre designer automobile. Le tableau de bord était futuriste avec un capot cylindrique qui s'ouvrait à la mise du contact. Le moteur rotatif, lui, promettait une souplesse et une absence de vibration incroyable. Mais la réalité fut tout autre. Le moteur Wankel était extrêmement gourmand en essence et en huile, un vrai problème en plein choc pétrolier. Il chauffait énormément, nécessitant un système de refroidissement complexe et lourd. Sa fiabilité était également sujette à caution. Les mécaniciens n'étaient pas formés pour intervenir sur cette technologie exotique. Malgré son confort et son look d'enfer, la RE5 était un gouffre financier à l'usage et à l'entretien. Suzuki a perdu une fortune dans cette aventure et a rapidement abandonné le moteur rotatif, le laissant à Mazda dans le monde de l'automobile. Un pari technologique audacieux, mais qui est arrivé au pire moment et avec trop d'inconvénients. On pourrait continuer longtemps comme ça. Pensez à la Moto Guzzi V10 Santoro, un roadster au design torturé qui a peiné à trouver sa place. Ou encore à l'Aprilia Moto 6.5, dessinée par le célèbre Philippe Starck, dont le look de meuble design scandinave n'a pas vraiment séduit les motards. Chaque marque, même la plus prestigieuse, a son squelette dans le placard, sa moto honteuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces échecs sont souvent le résultat d'une prise de risque, d'une tentative d'innover, de sortir des sentiers battus. La BMW C1 voulait révolutionner la sécurité urbaine. La Yamaha GTS voulait réinventer la partie cycle. La Suzuki RE5 explorait une nouvelle voie mécanique. Ces erreurs, aussi coûteuses soient-elles, font avancer l'industrie. Elles permettent de tester des idées, de voir ce qui fonctionne et ce que le public rejette. Parfois, une idée arrive trop tôt, parfois elle est mal exécutée, mais elle sème des graines pour l'avenir. Et soyons honnêtes, sans ces ratés magnifiques, on aurait beaucoup moins d'histoires drôles à se raconter entre passionnés. Voilà pour ce petit tour d'horizon des pires erreurs des grands constructeurs. Comme quoi, même les génies peuvent se tromper. Quelle est selon vous la moto qui n'aurait jamais dû voir le jour ? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de lire vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur la route. Ciao!